Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Alex Thoron, qui est consultant digital. Salut Alex. Hello, salut Charles, Hello, merci merci beaucoup. de prendre le temps de venir nous parler de toi, de ton activité, de ton parcours en tant qu'entrepreneur et surtout, puisque c'est le thème du podcast, de comment tu fais pour prendre soin de toi au quotidien, prendre soin de ta santé physique, mais aussi de ta santé mentale, pour vivre pleinement ton aventure entrepreneuriale tout en étant aussi épanoui du côté de ta vie personnelle. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ton activité et de ce que tu fais en tant que consultant digital? Complètement, merci à toi Charles. Donc je m'appelle Alexandre Thoron, j'ai 31 ans, je vis en Nouvelle-Calédonie depuis 3 ans et donc je suis à mon compte. J'ai lancé un business de formateur en fait LinkedIn et de consultant digital pour aider donc les professionnels à trouver des clients sur Internet. Donc c'est à la fois LinkedIn, je me suis spécialisé dessus, mais en Calédonie aussi notamment, j'aide vraiment les entreprises à se développer sur les réseaux. Le but, c'est de les faire devenir autonomes dans leur prospection digitale et qu'ils puissent trouver en fait des clients facilement sur Internet. On aura Ok, l'occasion d'en parler un peu plus en détail. ouais, carrément. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à monter ce business-là et comment ça s'est dessiné, cette activité pour toi? J'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale, mais je m'étais jamais décidé en fait à me lancer. Je savais pas vraiment exactement dans quoi me lancer. En fait, quand je suis parti j'ai fait un long voyage d'un an et demi avec ma copine de l'époque, en Australie, en Asie et dans le Pacifique. Et en revenant en France, j'ai compris que j'étais plus vraiment dans le mood de la France, dans cet état d'esprit assez pessimiste en général. Donc on est reparti en Calédonie. Là-bas, j'ai enchaîné 2 CDD en fait. Dans mon domaine, j'étais chef de projet, j'étais consultant aussi social media. Et en fait, voilà, ça m'a pas plu. Le management me plaisait pas. Je pensais que j'allais trouver justement un état d'esprit un peu plus ouvert, un peu plus start-up là-bas, au soleil, tu vois. Mais finalement, c'était pire qu'en France. Du coup, j'ai arrêté ces 2 CDD et en fait, là, j'ai recontacté un mec avec qui je bossais donc il y a 5 ans en France. J'étais en CDI avec lui dans sa boîte d'inbound marketing. Je vais peut-être expliquer pour ceux qui connaissent pas. Ouais, vas-y, bien L'inbound, sûr. l'inbound, c'est l'inverse de l'outbound. Outbound marketing, c'est tout ce qui est affichage, prospectus, la pub classique. C'est l'entreprise qui va vers le client pour lui dire je vends quelque chose, achetez-le. C'est le classique. L'inbound, c'est donc le marketing entrant. C'est le fait de créer du contenu qui va plaire et qui va correspondre aux attentes de votre client. Et c'est en fait lui qui va vous trouver tout seul. C'est-à-dire qu'il va aller chercher sur les réseaux, il va aller chercher sur Internet, sur Google, sur YouTube. Et c'est lui qui, petit à petit, va consommer votre contenu et va ensuite revenir vers vous et justement il aura confiance en vous et voudra vous faire appel à vos services. Donc ça, c'est ce qu'on mettait en place dans cette agence à Paris pour des groupes pharmaceutiques en fait comme Mylan, Sanofi, donc des grosses institutions. Et donc ça me plaisait beaucoup, c'est ce que j'ai continué de faire ensuite donc en Calédonie, mais là vraiment ça me plaisait plus. Donc je l'ai recontacté et on s'est dit allez, il y a quelque chose à faire ensemble. On sait que le référencement ça marche très bien, l'inbound ça marche très bien, mais en fait à l'époque nos clients avaient aussi une envie de trouver, enfin de créer un canal d'acquisition beaucoup plus rapide que le référencement. Le référencement c'est super efficace sur le long terme, mais la première année était vraiment en stand-by avec Google. Du coup, on avait envie de trouver quelque chose et on a testé LinkedIn. Et avec LinkedIn, on s'est rendu compte qu'en 2, 3 mois, tu pouvais vraiment avoir des résultats en étant vraiment présent, en ayant une stratégie assez spécifique. En 2, 3 mois, tu pouvais trouver des clients. Et en plus, tout en étant à distance. Donc moi, j'étais en Calédonie. Nos clients, c'est que des francophones, c'est-à-dire France, Belgique, Suisse, Luxembourg. J'ai même une cliente au Togo. Et on ne les a trouvés que sur Internet. Je les ai jamais rencontrés. Et on a pu voilà, développer l'activité, faire des formations à distance. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ça que je voulais faire, être à mon compte, développer ce business-là. Et voilà, et c'était excellent. Je bossais à distance, j'étais dans un pays magnifique, au soleil. Les week-ends, c'est comme des vacances, donc c'était parfait. J'avais trouvé ce qui me plaisait. Ok, super. Donc, du coup, quand tu montes ton activité, et j'imagine, comme c'est toujours le cas dans une aventure entrepreneuriale, surtout au début, comment tu gères ton niveau de stress et comment tu fais pour que ton activité professionnelle
n'influence pas trop négativement à travers le stress les autres domaines de ta vie? Bah, le gros stress, en fait, au début, c'est vraiment déjà le syndrome de l'imposteur. Te dire que comme tu ne l'as jamais fait, pourquoi tu serais légitime, en fait, pour faire cette activité-là? Donc déjà, là, tu te mets une pression en te disant, je sais pas faire, je ne peux pas le faire, je l'ai encore jamais fait. Et donc, il y a ce problème de trouver une légitimité. Et avant d'agir, avant de faire les choses, forcément, ça, tu peux pas t'en rendre compte. Après, l'autre gros problème psychologique, c'est surtout, en fait, moi, dans mon entourage, dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur, si tu veux. Mes parents, mon père, c'est dans la finance, c'est le salariat, ma mère aussi, c'était dans la santé. Autour de moi, j'ai pas de modèle, si tu veux, à suivre là-dedans. Donc, déjà ça, j'étais pas préparé en fait mentalement à le faire. Mais à force de côtoyer justement des entrepreneurs dans le monde aussi du coworking, l'économie collaborative, je développais vraiment ça. Je me disais que ça pouvait sûrement me plaire. Donc, j'avais envie de le tester. J'avais envie vraiment d'y aller. Donc ça me faisait pas peur parce que je savais que c'était sûrement quelque chose qui allait me plaire et que j'allais trouver enfin un épanouissement en fait pro plutôt que d'être dans une entreprise où bah voilà, t'as des horaires, c'est pas toi qui choisis tes clients, tu as une hiérarchie au-dessus de toi. Et après, le troisième autre problème, c'est vraiment la sécurité financière. Ça te fait flipper forcément au début parce que bah, tu sais que tu quittes un job en CDD ou en CDI, là tu vas être tout seul à ton compte, c'est toi ton propre patron. Voilà, et tu sais pas exactement ce que tu vas gagner à la fin du mois. Donc il y a cette petite appréhension aussi, et c'est pour ça que le conseil que je peux donner, c'est si vous pouvez continuer au début une activité salariée à mi-temps ou au moins quart-temps ou ce que vous pouvez, ça vous permet justement d'avoir une sécurité à côté, d'être sûr qu'à la fin du mois vous aurez cet argent qui arrive, et ça vous permet sur quelques mois de lancer votre activité de business entrepreneur à côté. Et justement, au moins, vous êtes à moitié dans les deux. Il faut juste se dire que, par contre, il faut quand même être à fond en fait dans l'activité d'entrepreneuriat, parce que si vous vous reposez sur votre salaire de CDD à côté, vous ne serez pas à fond dans votre business, et là, ça peut faire un déséquilibre. Mais je pense que c'est vraiment les trois. Donc c'est syndrome de l'imposteur, le côté est-ce que, enfin, je ne connais rien à l'entrepreneuriat, et il y a vraiment ce côté salarié qui est beaucoup plus ancré, enfin, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, il y a tellement Hmm. d'entrepreneurs, tellement d'auto-entreprises qui sont. Et après, bah, c'est vraiment la sécurité financière. Ok. Et une fois que tu es lancé, que tu es plus salarié et justement qu'il y a toujours la gestion de cette charge mentale au quotidien, est-ce que il y a des activités en particulier qui t'aident justement à baisser ton niveau de stress au quotidien? Alors moi, j'ai le sport. J'ai toujours fait du sport. Euh, je fais beaucoup de courses à pied. Je faisais du semi-marathon et du marathon en France. Depuis que je suis en Nouvelle-Calédonie, j'aime bien faire du trail. Et moi, j'ai besoin de pour moi, c'est vraiment une soupape de décompression. J'en ai besoin pour tout lâcher, pour ne penser à rien, me défouler. Et à côté, j'ai testé depuis quelques années la méditation et ça me fait vraiment du bien aussi. J'ai tendance en fait à être, je suis un jaune moi. Je sais pas si tu vois, tu sais, la méthode DISC en management, c'est Ouais. l'outil de développement personnel. C'est quatre couleurs qui correspondent en fait aux quatre grandes personnalités selon eux. Donc rouge, bleu, jaune, vert. Moi, je suis très jaune, c'est-à-dire très créatif. Donc j'ai tout le temps des idées de partout dans la tête. Et en fait, le fait de faire de la méditation me permet vraiment de me poser, euh, de respirer, de reprendre un peu le contrôle, de rabaisser justement cette excitation, cette tension. Et ça permet aussi en fait de se focus beaucoup plus sur des projets, sur le boulot, sur tout autre sujet de ta vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment efficace. Donc après, ça peut ne pas plaire à chacun, mais je l'ai Ouais, testé, moi justement, ça a bien j'allais te marché, demander comment toi tu l'abordes la méditation parce qu'il y a plein de formes de méditation et souvent carrément. les personnes qui connaissent pas la méditation sont parfois un peu réticentes ou Ouais. je pense le pire c'est la personne qui a essayé et qui a testé une méthode de méditation qui n'était pas du tout adaptée à elle et qui va te dire derrière oh non c'est un truc j'arrive pas ça m'énerve je m'énerve encore plus donc du coup toi comment tu fais pour méditer? Bah Qu'est-ce qui marche pour toi? moi clairement moi je le voyais vraiment tu vois comme un truc tabou. En fait à partir du moment où tu connais enfin où tu découvres le développement personnel, tu te rends compte qu'en fait on en faisait tellement un monde loin de nous
C'était vraiment à l'époque, où je sais pas peut-être aujourd'hui, parce que du coup, moi, je suis plus dans le même rapport, mais on le faisait vraiment comme un tabou, c'est un truc de gourou, de secte, c'est complètement fou. Ouais, Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, avec tu vois, le télétravail, le fait de bosser, d'avoir de plus en plus d'entrepreneurs, justement, où tu es obligé de concilier cette partie pro et perso, ça fait vraiment partie, le développement personnel, le mindset de notre vie au quotidien, quoi. Et justement, moi, c'est ce que je raconte à chaque fois à mes clients, et je parle de toute façon de cette partie-là, parce que avant de vouloir être présent en ligne, d'aller trouver des clients pour votre business, d'aller prospecter, argumenter, quoi que ce soit, bah, c'est d'abord vous, en fait. C'est d'abord sur vous qu'il faut investir. Parce que si vous n'êtes pas totalement prêt à vous investir à fond, à vous connaître, à savoir exactement ce que vous voulez apporter à vos clients et quel changement vous voulez apporter à vos clients, ça ne pourra pas fonctionner. J'ai beaucoup, moi, de personnes qui viennent me voir et me disent, je veux aller gagner des clients, je veux en trouver. Sauf qu'en fait, ils commencent par la fin, ils savent même pas encore qui sont exactement leurs clients, qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter, et, euh, et ils ne se connaissent pas et ils sont pas prêts en fait à s'investir émotionnellement et justement dans un apport, un apport de solution. Et ça, du coup, ça fait gros blocage, quoi. Pour reprendre ce que tu me disais pour la méditation, moi, en fait, j'utilisais au début comment ça s'appelle, l'application mobile Le Petit Bambou, ouais, qui est voilà, très réputée, qui fonctionne très bien. Il faut pas le voir, la méditation, si jamais vous êtes bloqué avec ça, comme un truc totalement loufoque, très déconnecté de la réalité. C'est simplement, moi je le vois comme un moment où justement tu te poses dans ta journée. C'est un moment juste pour toi. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Moi je l'utilise vraiment pour me poser, reprendre le contrôle de la respiration et vivre le moment présent tout de suite, maintenant. Et donc c'est vraiment 10 minutes, très calme, où tu respires bien, où tu reprends conscience de où tu es, de ce que tu fais. Et après, tu peux en fait focus sur des éléments différents. Tu peux te dire, tiens, je vais essayer pendant cette méditation de réfléchir à tel projet que j'ai avec un client, de mes objectifs du mois. Tu peux en fait à chaque fois te trouver un challenge ou bien simplement faire le vide. Euh, et après, c'est dans la régularité aussi que tu trouves justement l'apport sur toi au quotidien. Et plus tu vas le faire, c'est comme tout, plus tu vas faire cette méditation régulièrement, et plus ça peut t'apaiser si ça fonctionne pour toi, quoi. ouais, carrément. Je te remercie de partager cette vision parce que c'est vraiment déculpabilisant aussi. Enfin, moi, je me reconnais vachement là-dedans par rapport à cette culpabilité que je ressentais au début de vouloir bien faire et de justement utiliser des applis, petits bambous et tout, et en fait de m'énerver parce que bah, j'arrive pas où mon esprit partait. En fait, c'est le jour où j'ai compris que c'est quand ton esprit est parti, que tu t'en es rendu compte et que tu le ressentes que tu as gagné, que je me suis dit, mais en fait, trop bien, je gagne tout le temps, en fait. Mhm. C'est une toute autre manière de voir les choses. Donc, ok, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent parmi toutes les personnes que j'interviewe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est devenu à la mode, qui a été démocratisé vraiment ces dernières années, et surtout dans la sphère entrepreneuriale. Je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que effectivement, c'est un moyen de se reconnecter à soi et vraiment d'essayer de calmer un peu ce qui qualifie du monkey mind dans la méditation, comme le petit singe qui saute partout là dans ta tête. Ouais, Et c'est clair que quand, en plus, si tu as un profil un peu créatif où tu as plein d'idées qui viennent et tu as juste envie de sortir ton téléphone pour noter cette idée avant qu'elle parte, c'est bah ça. de justement te poser et te dire, OK, juste j'écoute ma respiration et je me fixe comme objectif de au moins m'écouter 5 10 minutes par jour. Moi, c'est quelque chose aussi pour moi qui a été déterminant depuis que je l'implémente depuis plusieurs années. Et je pense que c'est vraiment quelque chose un message qui est important de véhiculer aux entrepreneurs qui nous écoutent parce que c'est quelque chose qui est très simple et qui fonctionne vraiment bien. Tu sais, souvent, on va chercher les petites techniques, les petits hacks de Ouais. productivité, alors qu'en fait, souvent, c'est juste se recentrer sur soi. Et même si c'est une phrase un peu pompeuse de se dire, ouais, recentrez-toi, recentrez-vous sur vous, bah, ça fonctionne. Mais comme tu le dis, en fait, au début, justement, je pense que le tabou et le blocage qu'on se fait souvent avant de découvrir la méditation et qui nous bloque en fait à l'idée d'aller en faire et de se sentir que c'est important pour nous, c'est justement, comme tu dis, de se dire, bah, en fait, il faut absolument que si j'en fasse, si je me prends 10 15 minutes, il faut que j'en ressorte avec quelque chose de mieux, quoi. Et de sentir en fait qu'en un quart d'heure, on a senti quelque chose.
Mm. Mais ça peut ne pas venir aussi vite que ça. Et c'est en effet aussi, le but, c'est aussi que pendant un quart d'heure, en fait, tu laisses libre cours à toute idée qu'il peut y avoir. Même si ça fuse dans tous les sens, c'est pas grave. En fait, faut les suivre, quoi. Tu te dis, je ressens quelque chose, j'ai l'impression d'avoir une idée ou quoi, et ben je l'encaisse, je la suis, et c'est OK. Et ça peut arriver justement à des idées encore plus loufoques. Ça se trouve, tu vas partir sur un de tes projets que tu as en ce moment, sur lequel tu cogites toute la journée, et justement essayer d'aller plus loin. Et en fait, ça me fait penser exactement à justement les idées, enfin les jours de down que tu peux avoir. De pas être bien un jour parce que tu es anxieux, t'as peur de quelque chose. Et bah c'est pareil, il faut juste le ressentir, l'accepter. C'est normal d'avoir des mauvais jours. Ça fait partie justement du quotidien. Et heureusement en fait qu'on a ces moments de down comme ça, parce que sinon il n'y aurait pas de moments où tu es dans l'euphorie, où tu rayonnes, où tu es super bien. Donc faut justement, comme tu dis, désacraliser ça et te dire que c'est OK, que ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Et justement, plus tu peux les accepter, les comprendre et te dire qu'il n'y a rien de mauvais, et plus tu pourras justement derrière en tirer profit, quoi. Mm. Ouais, carrément. Je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure, sur la dimension vraiment mindset que tu inculques à tes clients et sur le fait que tu commences par ça. C'est quelque chose qui est très présent aussi dans mes accompagnements et euh, c'est souvent quelque chose qui est mis de côté, surtout quand on veut reprendre sa santé physique en main. On se dit, OK, comment je dois manger, comment je dois m'entraîner. Mm. Et moi, c'est vraiment le premier pilier de la méthode que j'enseigne et du système que j'implémente avec mes clients, c'est vraiment de se recentrer sur son esprit. Et, euh, et ça, c'est vraiment un point commun là, qu'on a par rapport à notre manière de travailler. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déterminantes pour toi ou dans ton parcours, peut-être des guides, des mentors, des références qui ont vraiment eu un impact sur le fait que tu transmettes ça d'abord à tes clients avant la stratégie vraiment business? Ouais, alors en fait, je pense que c'est un concours de circonstances de plusieurs rencontres, de plusieurs lectures, de coachs que j'ai trouvé aussi, tu sais, des Tony Robbins, des Grant Cardone, donc c'est des conférenciers américains sur justement le mindset, la motivation. Euh, et en fait, à force de rentrer dans cet état d'esprit et aussi de m'entourer de personnes que j'appelle yes people, c'est-à-dire des personnes positives, bienveillantes, optimistes, à force de m'entourer de personnes comme ça, bah, tu deviens aussi ces personnes-là, tu incarnes cette personne-là. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, si vous vous entourez de 5 milliardaires, vous deviendrez le sixième milliardaire. Il faut déjà en connaître, c'est pas forcément facile, mais si tu t'entoures de 5 sportifs, si tu t'entoures de 5 créatifs ou de 5 ce que tu veux, à force de les côtoyer en fait, et c'est les personnes que tu vas voir le plus souvent, et bah tu vas en fait t'imprimer ça en tête, c'est quelque chose que tu auras chaque jour, et à la fin ça deviendra une routine, et en fait tu vas l'incarner, tu vas le devenir. Et j'ai toujours été en fait positif, optimiste. Je me suis toujours dit qu'il allait avoir qu'aujourd'hui tout ce que je pouvais vivre allait me rendre meilleur, qu'il n'y aurait pas de choses négatives, ça m'en prendrait quelque chose. Je pense qu'en fait la première personne qui a pu m'apporter ça, tu vois, c'est ma mère, très simplement. C'est quelque chose de très personnel. Elle s'est battue en fait pendant des années contre un cancer et elle l'a pris, mais de manière super positive. Euh, elle ne montrait pas qu'elle souffrait, elle était toujours à s'occuper des autres, c'était tout le temps euh, c'est comme si cette maladie ne l'attaquait pas et elle était tout le temps à penser aux autres, à s'occuper des autres. Et ça, justement, c'était une vraie force. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah voilà, c'est incroyable cette puissance qu'elle arrive à avoir. Et déjà, ça m'aidait. Et ensuite, vraiment, quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, après, c'était bah, déjà Florian Pouvreau. Donc, c'était un gros influenceur à l'époque en France, qui en fait, à 16 ans, s'est lancé. Il lançait des business déjà à 16 ans. Il développait des templates pour WordPress. Donc, des sites tout faits WordPress. Et donc, ça, à 16 ans, déjà, il le développait tout seul chez lui. Et c'est lui qui m'a recruté ensuite donc en France, dans cette agence d'Inbound, avec qui on bossait pour des groupes pharmaceutiques. Et lui, déjà, de côtoyer une personne comme ça, qui a tout le temps 15 000 idées, qui a une vision, en fait, avec beaucoup de recul du business, du digital, euh,
et, d'échanger tout le temps avec lui sur des idées, sur des projets qu'on pourrait avoir. C'est aussi beaucoup lui qui m'a donné envie justement de me mettre à mon compte, de développer mon propre business, parce que je voyais que c'était possible, que c'était réalisable, qu'en plus lui il s'éclatait dans ce qu'il faisait. Et donc justement j'avais désacralisé encore une fois le fait d'avoir un métier qui nous plaît en fait. C'est pas parce que c'est un travail que ça doit être chiant, que ça doit être ennuyant et que tu dois être sérieux. Il est exactement comme moi, c'est-à-dire que on s'éclatait en fait, on s'amusait en bossant. Toujours avec un peu d'esprit, un peu d'humour. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, tu pouvais faire un métier qui te plaisait, ne pas avoir l'impression de bosser, et voilà, et c'est la meilleure chose au monde, quoi. Et aujourd'hui, justement, j'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est pas le mot travail. Je fais ce qui me plaît, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais je m'éclate, quoi. Que ce soit pour aider mes clients, pour en former. Je suis aussi professeur maintenant à l'université en Calédonie. Et ça me plaît de partager ce que je sais, de voir que ça fonctionne, qu'ils sont heureux derrière quand ça fonctionne. Et du coup, voilà, je m'éclate, je m'amuse, quoi. C'est drôle parce que tu dis c'est pas un travail parce que c'est bien. Euh, et du coup, la question que je me pose, et j'ai pas la réponse, je me le note pour plus tard pour aller voir la définition du mot travail. Je me demande si, à la base, dans le mot travail, il y a vraiment une connotation péjorative comme on a, ou est-ce que C'est c'est pas le vrai, cas? Mais c'est vrai. la réalité, c'est que souvent, ouais, on a tendance à. Moi, j'ai ressenti exactement la même chose parce que je suis passé aussi d'un statut de salarié avec un métier qui m'inspirait au début, mais après, c'était plus le cas. Et puis, j'ai quitté ce métier pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, ça partait d'une souffrance aussi. Et souvent, aujourd'hui, je me dis, ah, mais en fait, c'est ça mon travail. J'aide des gens à se transformer et genre, c'est mes journées, quoi. Et en fait, je me Mais, dis, bah, en fait, je travaille pas. En fait, c'est juste, mais alors c'est après, en changer fait, de ouais, paradigme. C'est possible, en fait, d'aimer son travail. ouais, c'est ça. Je pense qu'au début, vraiment, le côté travail, c'était le labeur, c'est-à-dire l'activité qui te permet de vivre derrière. C'est toujours, est-ce que tu travailles pour vivre ou est-ce que tu vis pour travailler? Mais c'est vrai qu'on y a mis en fait une connotation négative parce que tu sais, quand t'es petit, quand t'es jeune, tes parents te disent bah il faut que tu travailles bien à l'école, sinon tu vas faire un travail de merde. Et il faut aller au travail, t'es obligé dans le sens obligation, tu vois. Et c'est souvent ah bah merde, je reprends le boulot lundi. Ça, tu vois, cette souffrance du dimanche soir, quand tu deviens entrepreneur, après, il y a peut-être des gens qui sont salariés et qui ne l'ont pas, hein, mais tu ne l'as plus du tout, quoi. Ce spleen, tu sais, du dimanche soir où tu te dis, eh merde, lundi, je vais aller bosser. Donc, je pense qu'il y a Ouais. aussi, tu vois, il y a aussi ce côté, justement, où c'est un peu une peine. Et c'est surtout que tu as des gens, en fait, qui le sacralisent en se disant, bah non, le boulot, c'est sérieux, on blague pas. Alors qu'en fait, tu peux totalement le faire et y mettre ta propre vision des choses, quoi. Ta personnalité et ta manière de faire. Ouais. Et pendant que tu parlais, je suis allé voir l'étymologie du mot travail. Bon, il y a quand même une connotation un peu négative parce que Ouais. ça vient d'un mot latin qui était un instrument de torture Ah composé ouais, de trois carrément. pieux. Donc, bon, il y avait quand même une dimension péjorative, mais je pense que au-delà de l'étymologie, enfin, ça dépend le rapport que Ouais, tu as eu avec l'école et ce que les auditeurs ont eu avec l'école, mais moi, ça a commencé vraiment au collège, quoi. Le dimanche soir, c'était horrible parce que je détestais aller à l'école et donc, ouais. forcément, après, bah, quand tu arrives dans la vie active, tu associes ça aussi à un moment de difficulté. Au-delà de ça, c'est quoi une question que j'aime bien poser parce que moi, je trouve vraiment que l'entrepreneuriat, c'est des prises de conscience successives de mois en mois. Là, on est au début de l'année 2022, donc si on peut peut-être parler de la fin de l'année 2021 pour revenir dans les derniers mois, c'est quoi la plus grande prise de conscience que tu as eue ces derniers mois? Waouh! Je pense que c'était les mois les plus fous en termes justement de prise de conscience, de mindset et d'évolution personnelle et pro. Donc c'est pertinent. Euh, c'est de me rendre compte que c'est super important de bosser en fait avec en fait de choisir ses clients de choisir les projets qui nous plaisent et de laisser de côté ceux qui nous plaisent pas. C'est en fait d'oser dire non, quoi. Hmm. Très souvent, tu vois, quand on est entrepreneur au début, et c'était mon cas, et je pense que c'est le cas de la plupart, c'est de vouloir tout accepter, quoi. Forcément, au début, tu as besoin d'argent, tu veux faire tes preuves, donc tu dis oui à tout le monde.
Tu dis oui à n'importe qui, n'importe quel projet, parce qu'il faut gagner de l'argent. Sauf que du coup, eh ben, tu te retrouves dans des situations où en fait tu bosses 3 fois plus que ce qui était prévu. C'est des secteurs qui ne te plaisent pas forcément. Le client, en fait, il est insupportable. Il ne correspond pas du tout à ta manière de faire et de voir les choses. Et malheureusement, bah, tu es obligé au début parce que c'est comme ça que tu apprends. Et finalement, après, tu te rends compte que c'est super important justement de choisir avec qui tu bosses, que ce soit le même feeling que toi, qui est vraiment le même état d'esprit. Et parce qu'on n'est pas là pour souffrir, quoi. Du coup, si on peut, enfin, c'est la liberté qu'on a quand on est auto-entrepreneur, c'est de choisir exactement nos clients et de pouvoir s'amuser justement dans ce qu'on fait. Ça, un peu dans le salarié, tu peux être un peu bloqué par, bah, c'est l'entreprise qui choisit avec qui tu bosses, avec qui sont les personnes autour de toi aussi. Donc je pense que c'est une des grosses marques, un des gros points de cette fin d'année. D'autres, c'est, j'en ai pas d'autres en tête, il y en a beaucoup, mais Moi, je t'avais demandé la plus grosse, donc la plus ouais, je grande pense prise que de ça va. conscience. Donc ça me va. Ouais, ouais, c'est très bien. Tu parlais de liberté là, il y a un instant. Ouais, C'est vrai que souvent, on va choisir d'être entrepreneur ou même quand on est manager, on est dans une position où on a plus de liberté que la personne qui se fait manager. Et c'est souvent une valeur qui est importante, qui est forte et très présente chez les leaders en règle générale. Surtout dans la gestion du temps. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais du trail et une croyance qui est fortement ancrée chez les personnes avec qui je travaille en début d'accompagnement ou avant qu'elles signent, c'est souvent, bah, en fait, j'ai toujours délaissé, enfin pas toujours, mais petit à petit, à force de prioriser mon activité, j'ai mis de côté ma santé parce que j'ai pas le temps. Et souvent, les freins et les croyances, c'est j'ai pas le temps. Toi, tu nous dis que tu es à ton compte, tu es entrepreneur, et malgré ça, tu nous parles de trail. Du coup, ça m'amène d'ailleurs à un post que j'ai vu de ta part, je ne sais plus sur quel réseau, où j'ai vu cette phrase qui m'a beaucoup impacté, que j'ai notée, c'est «Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans le bien-être». C'est une citation d'Adam Grant, il me semble, ouais, c'est ça. que ce que tu as Ouais, partagé. je me souviens. Je me souviens de ce poste. C'est quoi ton rapport au temps et surtout, ça veut dire quoi pour toi en fait, avoir le temps, ne pas avoir le temps? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Avoir le temps, c'est. Alors, justement, quand on est auto-entrepreneur, on a 100% le contrôle sur notre journée. Sur les 24 heures, enfin, tu vois pas, il faut dormir quand même, donc sur les 10, 11 heures, 12 heures, euh, et voire plus. Donc, à nous, justement, de tout contrôler, en fait. Pour moi, c'est pour ça que le sport est super important. Quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à se dire, OK, on va bosser comme un chien, il faut de l'argent, je suis passionné, j'adore, donc je vais bosser le samedi et le dimanche. On y va à fond. Sauf que, justement, si tu veux durer sur le long terme, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, tu es obligé, justement, d'avoir des bonnes bases, d'avoir une bonne batterie. Et pour ça, bah, justement, comme tu dis, c'est le mental, c'est c'est le sport, c'est la condition physique. Moi, j'ai toujours fait du sport et je ne pourrais pas l'enlever en fait de mon quotidien. Et justement, les deux m'apportent des choses et j'en ai besoin. Donc, en général, quand on est à son compte, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, je ferai ça plus tard, j'ai pas le temps de faire mon sport et on se trouve des excuses en fait. On se dit non, mais j'ai des clients, j'ai du boulot, j'ai des trucs. Sauf qu'en fait, moi, ça m'est déjà arrivé évidemment d'être à fond dans le boulot plusieurs mois. Et lorsque j'ai stoppé un peu et que je me suis dit, ok, non, j'ai besoin du sport parce que ça m'apporte énormément, je l'ai rajouté en fait dans mon quotidien et tu te rends compte que bah, le fait de t'arrêter de bosser 1 heure, 2 heures, tu te dis merde, c'est 2 heures en moins. Sauf qu'en fait, ce que tu vas gagner en termes de dépenses énergétiques, en termes de qualité après d'esprit, d'être défoulé et de prise de recul et d'être beaucoup plus détendu, et ben c'est 3 fois plus important que ce que tu aurais perdu. Tu vois, c'est comme tous les burn-out qu'on voit dans les entreprises.
au lieu de bosser comme des chiens 9 heures, 9 heures non-stop, et ben, tu fais une petite sieste, tu fais une petite pause d'une demi-heure. Certes, on se dit, oulala, il a pris une pause d'une demi-heure, sauf qu'en fait, bah, il sera beaucoup plus productif sur la journée que le mec qui s'est tapé les 8-9 heures d'affilée. Donc pour moi, c'est clairement important. Et justement, en fait, ce qui est encore plus puissant, au-delà du fait que ça fasse du bien ou quoi, et de faire des pauses, c'est aussi que, en fait, en ayant une autre activité qui varie totalement de ton métier, de ce que tu fais au jour le jour pour tes clients, et ben en fait, ça te permet aussi d'avoir une prise de recul sur ton job. C'est-à-dire que moi, quand je cours, quand je fais de la méditation, quand je vais me balader ou quoi, bah en fait, ton inconscient il travaille. Et évidemment, tu penses toujours à ton boulot parce que c'est notre activité, donc on ne peut pas s'arrêter. Mais justement, ça te permet de trouver des idées, de développer ça. Et en fait, le fait de sortir un peu de ton cocon, que ce soit chez toi où tu bosses, ou ton coworking, ou ton café, d'aller voir d'autres personnes, de te confronter à la vie réelle en fait, et d'être dans d'autres situations, et bah ça va te permettre de trouver des idées. Et peut-être un truc sur lequel tu bloquais pour un client depuis quelques temps, et bah là, paf, le fait de t'en sortir et de pas trop y penser, hop, tu vas trouver la solution miracle. Yes, merci beaucoup pour ce partage parce que ça, c'est clair que c'est quelque chose de vraiment déterminant, la manière d'appréhender son temps. Euh, je me souviens que j'avais vu, je crois que c'est un discours d'Arnold Schwarzenegger qui décompose en fait les heures dans la journée et qui te dit, OK, il y a 24 heures dans une journée, tu vas dormir tant d'heures et puis après, tu vas travailler tant d'heures et après, il te reste ça et ça et ça. Et en fait, quand tu Mm. décomposes ta journée, tu te dis, mais en fait, j'ai plein de temps. J'ai plein de temps et c'est sûr que la productivité en soi, euh, et surtout si ta productivité est dépendante de ta créativité, c'est le pire truc à faire que de s'asseoir devant un bureau dans une position où tu vas avoir mal au dos au bout d'une heure et d'espérer d'être le plus créatif possible. C'est Et ça. l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre. Donc, ouais, Mais c'est tu vois, moi je me suis fixé un truc, c'est en fait de réaliser 5 grandes choses par jour. C'est-à-dire que dedans, j'étais en train de me les réécrire justement à côté pour bien m'en souvenir. C'est c'est du coup le sport, manger, t'occuper de tes clients que tu as maintenant, agir pour avoir des clients demain, donc c'est-à-dire publier, euh, créer du contenu, en fait, communiquer sur ton activité, et ensuite te former pour justement bah, continuer de t'améliorer et que bah, tu sois pas has-been, quoi. Et en fait, si tu arrives à réaliser ces 5, normalement, tu as eu une bonne journée efficace. Et c'est totalement possible. À toi, justement, de te fixer dans ta journée, ok, bah, de là à là, je vais travailler. Là, j'ai un temps pour manger. Je fais mon sport, par exemple, juste après manger ou de la méditation. Dans l'après-midi, je fais un post ou une vidéo sur les réseaux. Ensuite, je regarde 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes une vidéo où je lis un bouquin pour me former. Le soir, tu vois des amis ou la famille. Et c'est ok. T'as fait tout ce qu'il faut. Et après, en effet, bah, tu vas avoir il faut lire 2 litres d'eau, il faut boire 2 litres d'eau par jour, lire 20 minutes, faire de la méditation. Il y a 15 000 trucs qui existent, évidemment. C'est comme le Miracle Morning, la routine du matin qui serait parfaite, de se lever à 6 heures ou quoi. Il faut pas non plus Tu se l'as mettre fait, une le Miracle pression de Morning? ouf. Je l'ai jamais fait. Moi, je suis pas du tout du matin, donc je l'ai pas testé. Mais ça m'est déjà arrivé de faire à peu près ce à quoi ça correspond, quoi. C'est-à-dire te Parce qu'il faut se réveiller. lever à 5 heures du matin, sinon c'est Voilà, pas drôle. là, c'est ça. Mais non, moi, le 5 heures, j'y arrive pas. Mais bref, c'est pour vous Ok. dire que là, vous nous écoutez, vous mettez pas une pression en vous disant, putain, si j'arrive pas à faire ça, je vais pas devenir millionnaire comme Elon Musk ou je sais pas quoi. Et bah, je vous souhaite de le devenir, mais si vous ne le devenez, oula, si vous ne le devenez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, trouvez juste votre rythme, quoi. Essayez, tentez, et puis à la fin, vous essaierez justement d'avoir toutes ces petites briques partout. Vous vous faites voilà, un temps pour vous ici, pour le sport, pour la famille, pour le boulot, pour prospecter, pour vous former. Et puis vous allez vous créer votre truc tout seul et puis vous essaierez de l'améliorer sur le temps, quoi. Quand tu parles de formation, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup chez les personnes que, j'invite dans ce podcast, c'est toujours de faire en sorte de savoir plus de choses que la veille. Euh, c'est quoi, toi, tes sources d'informations et c'est quoi les sujets de prédilection justement sur lesquels tu vas te former? Alors moi, ça va être des formations vidéo YouTube.
ça va être des bouquins, ça va être je t'en parlais tout à l'heure, de Tony Robbins, de Grant Cardone. Moi, j'aime bien les sujets de copywriting, euh, de, euh, de SEO, de gros hacking, de développement personnel, de mindset, communication non violente, de Marshall Rosenberg. C'est à peu près tous les domaines qui permettent de s'améliorer, on va dire, dans chaque pan de la société. Moi, je suis assez curieux, donc dès qu'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser, j'y vais pour essayer de le tester, voir ce que ça peut m'apporter. Et je me dis, de toute façon, on n'a jamais rien à perdre, on a tout à gagner, quoi. D'ailleurs, s'il y avait une référence, peut-être d'une vidéo ou d'un bouquin ou quelque chose que tu as vu là, peut-être cette semaine, que tu voudrais partager. Bah alors, il y a le grand classique Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui m'a mis une claque lorsque je l'ai lu. C'est c'est de comprendre la vision qu'il faudrait avoir en fait du business et de la différence entre ce qu'on nous a appris quand on était plus jeune et dans les livres, dans la théorie, et la pratique à côté. Sur aussi la gestion du temps, de notre temps de cerveau disponible. Après, il y a le bouquin de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, qui est vraiment excellent, que j'ai lu en fait en 4 années d'intervalle. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est super, ok, très bien, mais c'était loin de moi. 4 ans après, je l'ai relu et là, j'étais en fait à mon compte, indépendant. Et là, j'ai compris vraiment la puissance du livre et en fait de cet état d'esprit dont il parle et de la mentalité. Et là, c'est en fait ce bouquin vraiment sur justement, euh, encore une fois, la gestion du temps, l'optimisation en fait de nos activités, de nos petites actions chaque jour. Et en fait, se rendre compte que très souvent, euh, sur notre journée, voilà, sur 100% de ce qu'on fait, en général, 80% de ce qu'on fait rapporte 20%. Du Ouais. coup, le but, c'est de se Oui, c'est focus vrai qu'il est vachement dans la loi de Pareto dans ce carrément. bouquin. Ouais. C'est vraiment la loi de Pareto. Et bah, justement, pourquoi ne pas partir sur, bah, ok, je vais passer la majorité de mon temps pour obtenir les 80% en fait, plutôt que l'inverse. Donc, du coup, en fait, c'est de rationaliser vraiment ce qu'on fait et tu te rends compte qu'à la fin, bah, c'est pas forcément la peine de bosser 8 à 9 heures ou 10 heures par jour. À partir du moment où tu as la stratégie dans ta tête et que tu sais exactement vers où aller, ensuite, c'est que de l'opérationnel, c'est que de la production. Et tu peux être tout aussi efficace en fait en bossant 4 heures Mm. par jour. 4 heures par semaine, c'est. Quand tu atteins ça, je pense que tu es très bon, mais c'est en tout cas, lui évidemment, il le met ça comme un Graal magique, mais après, c'est à chacun évidemment d'optimiser et d'atteindre sa routine, quoi. Ouais, puis Sa vitesse surtout, de comme ce croisière. que tu disais tout à l'heure, si tu es profondément passionné par ton travail et que ça te remplit et que ça remplit Bah oui, certaines valeurs hautes chez toi, t'as pas du tout envie de bosser 4 heures en fait. c'est ça. Ouais, 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 carrément. T'as besoin de cette drogue, de cette dopamine, donc on s'emmerderait, quoi. C'est clair. ouais, super, je te remercie beaucoup. Pour terminer, j'ai remarqué qu'il y a une phrase qui revient souvent dans tes contenus, qui est vous êtes exceptionnel. Comment ça te sert au quotidien de te rappeler de ça? En fait, moi, j'ai toujours eu j'ai toujours eu un problème de confiance en moi, très jeune. Euh, Mes parents, tu vois, ne s'imaginaient pas que j'allais avoir le brevet, le bac, même une école de commerce. Et pourtant, je m'en suis toujours sorti. Euh, c'est que je ne rentrais pas, je pense, dans les cases du système scolaire classique. On en parlait ensemble et je pense que tu dois un peu t'y retrouver aussi. Et, Oh oui. et du coup, au fond de moi, en fait, je savais que de toute façon, je me débrouillerais toujours. J'arriverais toujours à trouver une solution, à faire ce qui me plaît et puis à avancer. C'est pour ça que j'ai commencé assez tôt à faire des petits boulots à côté de mes études, dans la restauration, dans la vente, quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque cette phrase, et j'aurais aimé en fait l'incarner et vraiment la penser, la croire si tu veux. Et donc du coup, maintenant qu'aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, je le vois comme en fait l'allégorie de la caverne, je sais pas si tu vois, de Platon en philosophie. C'est qu'en fait, tu as deux personnes qui discutent entre elles, qui sont au fin fond d'une caverne et qui voient le monde à travers des ombres.
Euh, et il y en a un jour qui arrive à sortir de la caverne et expliquer qu'en fait, bah, ce qu'ils voyaient en ombre, c'est pas du tout la réalité, c'est pas du tout tout ce qu'ils imaginaient. Et donc il revient, redescendre dans la caverne pour expliquer comment est le monde, comment sont vraiment les choses. Et donc il est allé vers l'apprentissage, vers la lumière, et il est revenu ensuite vers ceux avec qui il était pour leur expliquer comment tourne vraiment cette société, ce monde. Et je pense qu'en fait c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, maintenant que je suis totalement épanoui, que je m'éclate, que je suis serein, apaisé, et je sais que serein, c'est un mot qui t'est cher. Et bah aujourd'hui, j'ai envie justement de partager ça, de le donner pour aider bah, ceux qui en ont besoin et voilà, pour mettre ma petite pierre à l'édifice pour le bonheur de ce monde, quoi. Trop bien, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Vraiment, merci beaucoup, c'était hyper intéressant comme discussion. Où est-ce qu'on peut te contacter et pour les personnes qui sont intéressées par ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, donc c'est Alexandre Toron. Vous verrez la petite vignette avec le fond vert. J'ai une chaîne YouTube que j'ai développée il y a 2 ans à peu près, où je publie régulièrement des vidéos justement sur la prospection, sur la stratégie digitale, le contenu, l'influence. Et j'en ai sorti une là, justement récemment sur le syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que c'est un sujet en ce moment qui me plaît bien. Et puis sinon, c'est surtout ça. Après, sur Instagram aussi, Alex Toron, où je partage un peu justement cette vie d'entrepreneur, ce lifestyle. Vous verrez les fonds marins de Calédonie quand je rentrerai. Pour l'instant, je suis encore en France. Et je partage aussi donc des contenus, des bons conseils pour aller développer votre business. Et voilà, c'est les 3 réseaux. Je, je vous invite à venir me parler. Je serai ravi d'échanger et de vous aider. Super, bah, merci beaucoup. Merci Alex et surtout prends soin de toi. Merci à toi, Charles. À bientôt.